Eh bien, je retrouve Maxime, bonjour, Bonjour. dans Nice Étoile, à l'exposition Clap and Pop de MK Studio. Ouais, alors une partie, parce que nous avons Lana Kant qui est aussi une artiste et qui fait Marilyn Obsession. Et on a Chris aussi qui fait le pop art du coup, qui a une galerie donc à Nice. Et je suis le troisième exposant de cette exposition. Tu es tombé dans la marmite à quel âge? Ah, je suis tombé à 7 ans à peu près. J'ai commencé à regarder Les Dents de la Mer et après les Blues Brothers. Et je n'ai plus arrêté en fait de regarder que des films. Quels sont tes univers? J'en ai beaucoup, beaucoup. En fait, j'ai pas réellement d'univers. Quand on peut voir un petit peu l'exposition, ça peut aller de la planète des singes à Marvel, à Alien, Jurassic Park. C'est voilà, ça peut aller très très loin. En fait, c'est très diversifié. Et donc cette expo, elle est à Nice Étoile et Ouais. c'est la première fois que tu exposes à Nice Étoile? Oui, oui. Ben, en fait, je t'explique. En fait, j'ai fait une première expo en fait au Pâté Lingostière. Et du coup, en mois de juin, j'avais commencé le 3. Et genre, mi-juin, je vois un grand monsieur, tu sais, qui s'approche comme ça, qui a un costume et tout, assez sérieux, et qui commence à prendre des photos, machin. Et en fait, donc il se présente, il me dit oui, bonjour, voilà, Patrick Nollier, directeur de Nice Étoile. Bah écoutez, on a le carnaval de Nice qui va se faire en 2024 sur la pop culture. Donc je garde bien votre carte sous la main et puis voilà. Et puis en fait là en décembre, bah, Nice Étoile m'a appelé pour faire cette expo. Donc je remercie vraiment Patrick Nollier du coup et Nice Étoile et puis la mairie de Nice bien sûr qui nous a donné l'occasion en fait de s'exprimer par rapport à cette expo. Moi ça me fait une carte de visite et vraiment une visibilité incroyable sur mon futur projet. Et je remercierai jamais assez Patrick Nollier d'avoir pensé à moi, quoi. Vraiment, super important. Très très bien. Je suis très content. C'est pas souvent qu'on voit des œufs d'aliens. D'ailleurs, c'est dès que je suis arrivé ici, je suis directement allé là. Ah oui, on les met bien en valeur, effectivement. Bah, celle-ci, en fait, c'est deux œufs aliens que j'ai récupérés. Du coup, c'est un ami collectionneur qui m'a expliqué, écoute, voilà, il y a ça qui est à vendre. Si ce soir tu les prends pas, elles seront toutes vendues. Il y en a eu 10 ou 15, je crois. C'était pour l'avant-première. C'est une commande du Grand Rex pour Alien la Résurrection. Donc, elles ont été résinées par, du coup, les œufs vraiment véritables du film et peintes par les équipes techniques. Donc, ce que tu vois là, en fait, ce qu'on voit ici, c'est vraiment les œufs de Genet, en fait, du Alien la Résurrection 4. Ce qui est plutôt pas mal. Bah, avec ces œufs, il doit y avoir une reine quelque part. Ouais, ben, la reine, on voudrait bien l'avoir, mais pour l'instant, on l'aura pas, je pense. Non, c'est une pièce trop compliquée à avoir. On n'est pas à ce niveau-là pour l'instant. Je sais qu'il y a le musée de Lyon qui a celle de Versus Predator, qui est très grande. Mais voilà, on va sûrement avoir des costumes justement d'Alien 2, mais les véritables du film, on est en train de travailler là-dessus. Parler des années 80. Ah oui, bah là on y est. Hein. On a un bon panaché. On a pris la DeLorean, hein. On a Ouais. fait 80 miles à l'heure et on est là. Eh ouais, la DeLorean, la Ecto One, il y en a eu pas mal de véhicules des années 80. Bah, du coup, voilà, c'est un petit panaché des années 80, à part celui de Jumanji, parce que c'est plutôt 80, je dirais 96 Jumanji. Mais aussi non, et le Godzilla aussi, qui est pas forcément accurate, mais on a le pack Proton, on a du Ecto One, on a bien sûr Terminator. Terminator, c'est plus 91, du coup, l'année de sortie. Mais donc on a le Slimer aussi, il y en a 50 dans le monde. Ça a été fait par une marque Hollywood Collectible. Et du coup, elle a été pareil résinée sur un des prototypes du film, parce qu'il y en a eu deux ou trois, je crois. Et du coup, bah voilà, cette entreprise a fermé il y a très peu de temps, il y a 2 ou 3 ans. Il y en a que 50 dans le monde, donc du coup, c'est vraiment une pièce assez sympathique. Je crois qu'il y en a une en France ou deux seulement. Et on a la chance de l'avoir à Nice, donc on est plutôt content. En parlant de ça, qu'est-ce que tu penses des suites à SOS Fantôme? J'avais vachement aimé celui avec les filles, alors qu'il est très décrié, il est très détesté, mais j'avais... Ah, visuellement, il est beau, hein. Ouais, visuellement, il est super joli. Alors après, bien sûr, l'humour à l'intérieur, bon, allez, c'est un peu limite, mais ça va. Et après, celui qui était sorti avec les acteurs, ben, moi j'étais un petit peu resté sur ma femme, parce qu'on les voit vraiment qu'à la fin, en fait. Et là, j'attends avec impatience celui-ci, parce que
SOS Phantom, c'est comme New York, quoi. Ça se passe à New York, en fait. Donc voilà, mais bon, après, j'avais quand même pris assez de plaisir, mais bon, le 1 reste le 1, quoi. C'est Ghostbusters 84, c'est Ghostbusters 84, quoi. D'ailleurs, Gozer le destructeur, Gozer le gozérien, le voyageur est arrivé. Choisissez l'apparence de votre destructeur. Tu choisirais qui, toi? Je pourrais choisir un sauron, tu vois, un immense sauron avec une masse, quoi. À mon avis, ils auraient du mal à le détruire, lui. Et d'ailleurs, dans ce truc de Marshmallow, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai revu le film. Et en fait, j'avais vu, en fait, il y a sur Netflix, tu sais, il y a un documentaire. C'est en fait tous les films un peu cultes et du coup comment ils ont été faits. Et en fait, c'est génial parce que SOS Phantom, il s'est fait en très peu de temps avec très peu de moyens. Et les équipes techniques, ils se sont vraiment arrachées en termes visuels pour arriver à faire une avant. Même, je crois qu'à l'avant-première, il n'y avait pas toutes les scènes de science-fiction qui étaient déjà dans le film. Ils ont dû les refaire après et ça avait été déjà un succès, même sans certaines scènes. Surtout qu'en plus, quand ils sortent de la mairie et qu'on voit l'armée et tout, on a l'impression qu'il y a du monde, mais en fait, il n'y a personne. C'est quoi. ça, il n'y a que le staff, quoi. Voilà, ils sont devant l'immeuble alors que ça devrait être New York qui devrait... C'est vrai. Non, mais c'est génial. Et puis Bill Murray, pour moi, il est tellement décalé dans l'humour et tout que c'est hallucinant, quoi. Je crois que c'est l'équipe de Saturday Night Live, je crois, qui avait fait, c'est le groupe humoristique qui était sorti. Et je crois qu'il y avait aussi je me rappelle plus le nom, mais tu sais, le deuxième protagoniste des Blues Brothers, qui est décédé aussi du coup d'une overdose. Et il devait jouer dans en fait, Ghostbusters, au début, il devait y avoir Eddie Murphy. Il devait y avoir du coup Bellucci. Voilà, Bellucci, c'est le nom de l'acteur qui est décédé. Et c'était un peu tout ce groupe-là, en fait, tu vois, un groupe d'amis, en fait, qui faisait du théâtre, quoi. Incroyable. Et tu préfères le 1 au deuxième? Moi, j'aime bien les deux. Bon, c'est un peu éparpillé, là. Hein. Oui, j'avoue. Ça, c'est à cause de Bouffe-Tout, ça. Ouais, c'est de sa faute. Hein. Ouais, quand entre passionnés, c'est sûr qu'après, ça débite. En parlant de Bouffe-Tout, tu sais qu'il était sur un char? Oui, alors je l'ai pas vu. J'ai pas arrivé. Moi, j'ai été à l'expo là pendant un mois, donc de 10h à 19h30 tous les jours, sauf le lundi, mardi. Et le lundi, mardi, je le consacrais un peu à ma famille. Donc, finalement, moi, je suis resté dans mon univers de pop culture avec mes statuts, à parler aux gens et puis du coup à développer ce que j'ai envie de faire et puis du coup à fédérer un maximum ce que j'ai envie de créer. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de voir les chars. As-tu des anecdotes à nous partager, des rencontres par rapport à l'exposition ou autre? J'ai un monsieur hier, on a parlé pendant 1 heure de la collection, de ça en fait. Il m'a dit franchement, je te remercie vraiment, bravo pour ce que tu fais, parce que tu donnes vraiment. Il me dit c'est fou ce que tu fais, quoi. Donc et il me dit ce qui est bien, c'est que c'est diversifié mais comme il faut. Il y a tout un ensemble, il y a tout un truc narratif que tu racontes. Et il me dit, c'est génial. Il me dit, là, tu as mis des années 80, mais après suivi d'Alien, machin et tout. Et puis après, il dit, après le Seigneur des Anneaux, tu as vraiment une scène du Seigneur des Anneaux qui est super. Et il m'a dit, tout est bien mis en valeur. Donc, non, tout le monde me dit, j'ai vraiment des retours super gentils. Et il n'y a pas vraiment un univers que les gens aiment, en fait. Ils aiment vraiment toute l'expo, quoi. Ça, c'est génial. Et je suis content parce que j'ai beaucoup de retours, j'ai 2 livres d'or qui sont pleins, j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai plein de signatures de gens, des noms, des prénoms, etc. et qui disent mais continuez, c'est un super projet, il faut vraiment que vous arriviez jusqu'au bout, quoi. Donc c'est super de se faire soutenir, quoi. Donc c'est génial, quoi. Et je suis très 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 content. Je trouve ça juste hallucinant, quoi. Ce réalisme, ça me fascine. C'est une société péruvienne qui fait ça. Ils sont 5 à faire ça. Blue Box Harper, et ils sont vraiment très très forts. Ils ont fait un Pennywise qui est criant de vérité aussi. Et ils en font que 50 à chaque fois. C'est des tirages de 50. Donc en gros, quand ils en ont plus, après c'est fini, tu peux plus en avoir, quoi. C'est ça qui est génial. Et ils ont sorti un Koba aussi. Et je voudrais vraiment pour le futur projet
avoir le César et le Koba. Donc c'est un buste en résine avec les poils donc collés sur la résine et ils ont collé un masque en silicone, tu vois. Et après les poils ils les ont piqués, tu vois, dans le masque, les yeux en vert. Ah, il est vraiment furax. Hein. Ah, il est vénère. Hein. Ah, et le Koba, je t'enverrai aussi des photos. Le Koba, il a la bouche ouverte avec une langue et il a les dents et tout. Et le travail sur le Koba, il est encore plus incroyable en fait. Il y a plus de détails vu que la bouche est ouverte. Mais c'est fou quoi. Moi, je trouve ça mais hallucinant quoi. Ça me fascine. Ça me fascine. En fait, en tant que collectionneur, au départ, tu sais, t'as des films références, t'as des licences que tu préfères à d'autres, etc. Et après, tu tombes sur le piège en fait de la beauté. T'aimes pas forcément le film, ou le film était pas bon ou quoi, et en fait tu prends la pièce parce que juste en fait le travail dessus est juste incroyable. Et malheureusement moi c'est m'est arrivé quoi, et ça m'arrive encore d'acheter des personnages où les films n'ont pas été forcément très bons, mais juste j'achète parce que je trouve que le travail dessus est juste incroyable. Donc ça c'est vraiment ma première pièce du coup que j'ai achetée. Elle a une histoire assez sentimentale. Je pense que en termes de si le projet ne venait pas à venir à bout du truc, en fait, je pense, je me séparerai de quelques pièces, ça c'est sûr. Je pourrais pas tout garder, mais je garderai le César parce que pour moi, ça a une valeur vraiment affective, c'est-à-dire que c'est ma première pièce en taille réelle. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir parce qu'elle était sold out en fait quand j'ai voulu l'acheter. L'entreprise a dit il n'y en a que 50, on a vendu les 50, c'est fini. Et quelques jours après, ils m'ont renvoyé un mail en me disant il y a peut-être une précommande qui va s'annuler, c'est-à-dire que en fait, c'est les précommandes de buste, c'est tu payes un acompte, le temps que ton buste se réalise, qu'ils ont le temps de le faire, et à la fin, tu payes la totalité et tu envoies le buste. Ça se passe comme ça. Et du coup, la personne avait déjà payé son acompte, donc elle était réservée. Hein. Et à la date limite de la sortie du buste, la personne ne tenait pas au courant la société qui avait fait ça. Et la société m'a dit si cette date-là, on n'a pas de nouvelles de la personne ou qu'il n'honore pas en fait sa commande, du coup, tu seras le premier sur la liste parce qu'on voit vraiment que tu en as envie et que tu veux vraiment avoir cette pièce. Donc voilà. Et du coup, le jour même, quand ils m'ont envoyé le mail ou le message sur Messenger, j'ai ouvert le champagne. J'étais trop content de l'avoir et ouais, elle a vraiment. Et puis bon, pour moi, les primates, j'ai vraiment toujours aimé les films avec les primates. Quand est-ce que tu as créé MK Studio 06 ou MK Studio tout court? Ouais, c'est MK Studio, hein, c'est pas un truc trop. Ça va peut-être changer, ou ça sera peut-être le nom du futur projet aura un autre nom, mais avec by MK Studio pour bien référencer MK et puis ce logo, parce que finalement il a une empreinte assez spécifique ce logo. MK Studio, en fait, c'est ma première expo que j'ai fait donc au Pâté Lingostière. Elle n'a pas vraiment trop de. On a vraiment décidé ça assez rapidement. C'est M pour Maxime, K pour Carolina, ma femme, et Studio, parce qu'il fallait une référence au cinéma. Donc le logo, je n'ai même pas choisi à le faire. Hein, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi, du coup. Et puis j'ai trouvé ça sympa, des pellicules, la caméra, ça avait un sens quand même. Donc voilà, c'était au début, ce projet-là était une exposition pour le loisir au Pâté Lingostière. J'ai eu la chance de rencontrer Juliette Maillat, qui est l'ancienne directrice du Pâté de Lingostière, et qui avait vu des photos, parce qu'on s'était croisés, du coup, je lui avais expliqué que je voulais peut-être faire une expo dans un cinéma avec mes pièces. J'en avais pas autant à l'époque. Hein. Et quand elle a vu, en fait, les photos, elle m'a dit, c'est génial, il faut vraiment que tu viennes faire quelque chose et tout, je dois proposer quelque chose. Donc, hyper content, j'y vais, et en fait, l'ancien Starbucks, elle m'a dit, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux ici, tu as carte blanche. Donc, j'ai commencé, en fait, à me faire mes propres socles, à commencer à faire tout ce qui est scénographie, la décoration. Tu vois, Pirates des Caraïbes, au début, je voulais le faire sur un socle noir. Puis finalement, en réfléchissant un peu, j'ai vu un tonneau. Je fais, bah non, ça sera un tonneau, tu vois. Donc j'ai commencé à alimenter tout ça. Et puis maintenant, du coup, j'ai une amie décoratrice qui m'aide maintenant à alimenter tous ces trucs-là. Elle a pas mal d'idées. Et d'ailleurs, elle a fait un travail super, en fait, ici. Lauriane, et du coup mon ami Arnaud qui m'aide maintenant aussi, Arnaud Morin qui m'aide du coup pour tout ce qui est la peinture, la décoration, la mise en place des œuvres, parce que c'est quand même un gros travail, hein, mine de rien, c'est pas rien de faire tout ça.
Donc voilà, au début c'était une exposition et puis en fait quand j'ai vu vraiment l'engouement et j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en fait en termes de cinéma et que ça rappelait beaucoup les choses aux gens, je me suis dit mais pourquoi pas en fait peut-être un jour créer un musée sur ça en fait. Et donc c'est ce fameux projet que tu parles depuis tout à l'heure. Exactement, c'est ce projet-là. On aurait envie, parce que maintenant je suis plus tout seul dans le projet, hein. J'ai ma cousine aussi qui m'a rejoint, Emmanuel Clément, depuis le début de l'année. Et du coup, c'est vrai qu'on a à cœur maintenant de proposer quelque chose et peut-être le faire itinérant pour commencer, parce que du coup, pour trouver un endroit fixe et qui peut être aussi après itinérant, c'est-à-dire on pourrait avoir vraiment la maison mère et après faire de l'itinérant. Ça peut être une idée aussi, mais ouais, de s'installer quelque part et de faire rêver les gens, c'est ça le plus important, je pense maintenant. Maintenant, aujourd'hui, ce projet-là, c'est une identité à part, hein. Avant, c'était ma collection. Maintenant, je la vois plus comme ma collection. Je la vois vraiment comme une identité à part. Et le fait est d'être collectionneur et d'avoir envie d'avoir une pièce et de l'appartenir et tout, finalement, c'est plus là mon plaisir. Le plaisir, c'est quand je les reçois. Donc c'est Noël souvent, hein, quand je reçois une pièce et que je la découvre. Là, on va recevoir un buste de King Kong de Peter Jackson en taille humaine, hein, donc life size, avec une tête, il y en a que 6 dans le monde et tout. Et je pense que pendant les 2 jours ou 3 jours, quand je vais l'exposer, je vais être souvent devant, en fait, pour la voir, la sculpter, machin. Je vais être là comme ça et tout. Et c'est maintenant, mon bonheur, c'est du coup de partager ça avec les gens en fait. C'est ça quand je vois les gens qui sont ils sont hallucinés devant et puis qu'il y a des échanges sur le cinéma, les rencontres que je peux faire, tout ce que ça prône en fait. Du coup, c'est là où maintenant j'ai mon plaisir, c'est de discuter des anecdotes, tu vois, c'est comme on fait depuis tout à l'heure en fait. C'est des échanges et je trouve que c'est ça le plus cool en fait dans ce projet-là. C'est là où vraiment je trouve vraiment mon bonheur quoi. Donc tu m'as dit que tu allais mettre en place une cagnotte. Ouais, on va ouvrir une petite cagnotte Ulule, ouais, parce que du coup moi j'arrive à bout de mon projet financier. Je pense que j'ai atteint mes limites en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire aussi des expositions aussi et puis des événements un petit peu partout, hein. Donc là on a une petite touche sur Cannes avec le World Festival Cannes. J'ai rendez-vous là le 6 mars avec une dame du coup pour voir un petit peu en termes d'exposition ce qu'on peut faire au mois de juin. Donc on va regarder, on va un petit peu scruter tout ça, on va réfléchir, on va commencer un petit peu à regarder là-bas. Et puis voilà, c'est cette exposition. Pour l'instant c'est une expo, mais on voudrait vraiment grossir, continuer à acheter des pièces, continuer à grandir. Et puis un jour ou l'autre, je pense qu'il y aura vraiment tout intérêt à ouvrir quelque chose. Un musée quoi, dans ce terme-là. Ah de toute façon, Zone Imaginaire suivra l'avancée du musée. Avec grand plaisir. Ça sera un plaisir de m'y rendre. Ça sera un plaisir de t'inviter et de te revoir. Qu'est-ce que l'imaginaire? Qu'est-ce qui est l'imaginaire? Un endroit où il n'y a aucune limite en fait. C'est ça pour moi l'imaginaire. Ça va au-delà de tout. L'imaginaire, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie de tous les jours? Des échanges. De l'espoir par rapport à ce projet. Est-ce que tu penses que l'imaginaire est essentiel dans notre société actuelle? Ah oui, il en faut. Tu sais, j'ai revu il n'y a pas longtemps Hook, Peter Pan de Steven Spielberg, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés du coup, et le pays imaginaire, tu vois. Et c'est un peu en ce moment ce que je suis en train de vivre, donc je suis très content et oui, on en a besoin. Les gens ont besoin de rêver, ils ont besoin de se réunir, de parler, ça fait du bien en fait, ce genre de choses, je pense. Nous arrivons déjà à la fin de ce nouvel entretien. Je tiens à remercier Maxime et donc MK Studio d'avoir réalisé cette magnifique exposition au sein de Nice Étoile, à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. Si vous voulez suivre MK Studio 06, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la zone imaginaire, bien sûr.